Salut Karine, bienvenue sur le podcast. Allô, allô. Donc, Karine, donc comme on a parlé un petit peu en introduction, donc dans l'introduction du podcast, aujourd'hui on va parler des tomes. Donc, Mhm. on va commencer par ça, après on ira plus loin dans dans tous les détails, mais est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un tome? Un tome, c'est un acronyme premièrement, mais Oui, qu'est-ce que c'est un tome? oui. Oui. Ben, un TOM, en fait, tu viens de le dire, c'est un acronyme pour trouble orofacial myofonctionnel. Donc, trouble orofacial, donc qui touche la sphère orale, la bouche, faciale, le visage, et myofonctionnel, myo pour les muscles et fonctionnel pour les fonctions. Donc, on parle ici des fonctions de parler, les fonctions de mastiquer, d'avaler et de respirer. C'est des patrons moteurs. Donc, on a des patrons moteurs qui impliquent la musculature orale et orofaciale, donc du visage, qui entraînent une mauvaise posture de la langue et de la déglutition par conséquent. Donc, moi, j'aime ça le voir comme une pyramide, en fait. OK. Puis là, quand on parle des fonctions, évidemment, là, les lèvres, là, on a besoin des lèvres pour parler, hein, mais on a besoin des lèvres pour manger. Hein. Quand on prend une cuillère, on ferme les lèvres sa cuillère pour garder en bouche ce qu'on mange. Mhm. On parle de la langue qui a besoin de bouger pour parler, pour mastiquer, pour broyer, pour ramasser la nourriture, pour avaler la nourriture. On a besoin de nos joues pour suctionner des liquides. On a besoin, tu sais. Donc, c'est vraiment toute notre sphère orale, nos sinus, notre nez pour respirer. Donc, toute cette sphère orale-là qui finalement va nous servir à mâcher la nourriture, à l'avaler, puis à parler correctement. Je pense que ça fait comme pas mal le tour là, de la définition, mais ce que je vais juste ajouter un petit point, c'est que j'aime bien penser au tome en termes de pyramide. J'aime bien penser que la base du tome, en fait, ce qu'on a besoin dans un premier temps, c'est une bonne posture de langue. Mais pour Mhm. avoir une bonne posture de langue, faut avoir une bonne posture de bouche. Mhm. Donc, si ma bouche est ouverte, je serai pas capable d'avoir une langue au palais, Mhm. hein, par conséquent. Et puis, à la base de tout ça en dessous, ben, c'est faut que je sois capable de respirer par le nez. Parce Mhm. qu'au départ, si je suis pas capable de respirer par mon Mhm. nez, ben, c'est sûr que je vais ouvrir la bouche. Ouais. Donc, c'est sûr que ma langue va être en bas dans ma bouche et non en haut au palais pour aider à la formation du maxillaire, Mhm. puis à tout ce qui est la prononciation adéquate des sons. Donc, j'aime bien penser à cette pyramide-là. Puis aux habitudes orales nuisibles, hein, comme le suce, la pousse, mais on a aussi l'utilisation du biberon de façon prolongée. Euh, on a mordillé, se ronger les ongles, serrer des dents, etc. Donc, toutes ces habitudes-là qui peuvent venir nuire à cette pyramide-là aussi, puis à notre patron, ultimement à la position de notre langue au repos et par conséquent à la production des sons à mastication et à la déglutition. OK. Fait que c'est complexe, puis il y a beaucoup de choses qui sont interreliées dans tout ça. Fait qu'on va, on va Effectivement. démystifier, décortiquer tout ça. Fait que j'ai envie de te dire, là, Karine, tu travailles maintenant en prévention des tomes. Donc, ben, pas juste en prévention, mais bref, tu as développé un volet de ta pratique qui est vraiment plus la prévention des tomes en petite enfance. Est-ce que tu peux me Mhm. dire comment est-ce que tu es arrivé à faire ça? D'où t'es venu ce projet-là, en fait, de travailler là-dessus? Oui, très, très bonne question. En fait, moi, j'ai commencé à me spécialiser en tomes en 2014. Fait que ça fait quand même plus de 12 ans de ça. Euh, Puis après 4 ans de pratique, je vivais une espèce de frustration. En fait, je faisais une constatation clinique, puis je trouvais ça frustrant à la fois. C'est-à-dire que j'avais des clients qui venaient me voir référés. La plupart du temps, les clients sont référés par des dentistes ou des orthodontistes parce que vers l'âge de 8-9 ans, parce qu'on fait une expansion palatine, parce que une des conséquences, hein, on n'a pas parlé des conséquences, des causes des tomes, là, mais une des conséquences, c'est l'orthodontie. Mhm. Donc, c'est un sous-développement du maxillaire au niveau de l'arcade dentaire en haut. Et puis, en faisant un peu l'histoire de cas, en posant des questions aux clients, je me rendais compte, je me dis, mais Colin, tout ça aurait pu être finalement évité si quelqu'un était intervenu avant l'âge de 3-4 ans. Était intervenu sous différentes façons. Ça aurait pu être en s'assurant que la suce
n'est plus utilisé, en s'assurant que le pouce n'est plus sucé, en s'assurant que le biberon est arrêté vers l'âge de 12 à 15 mois, en s'assurant que cet enfant-là, finalement, est capable de respirer par, tu sais, juste ça, là, des fois, là, juste le dépistage de la respiration nasale. Est-ce qu'il est capable, oui ou non, de respirer par le nez? Est-ce qu'il y a des grosses amygdales, des gros adénoïdes? Pourquoi il y en a des grosses? Est-ce qu'il faut les enlever? Est-ce qu'il faut pas les enlever? Mais il faut dégager la sphère nasale pour que l'enfant puisse respirer par le nez pour éventuellement avoir sa langue au palais, développer son arcade maxillaire. Donc, tout ça aurait pu être évité. Puis j'avais ce jeune homme-là de 18 ans à peu près qui pleurait dans mon bureau parce que non seulement il s'est tapé 4 ans d'orthodontie à l'âge de 14 ans, et tout est revenu parce que oui, si on replace pas les choses, tout s'est redéplacé en bouche. Donc, à 18 ans, on disait, ben, écoute, finalement, il faut refaire le traitement, mais là, comme tes os sont consolidés, il faut faire une chirurgie maxillofaciale, il faut venir casser ton palais. Là, je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il suçait son pouce, puis sa langue était en bas, il respirait par la bouche. Et je dis, il y a personne qui te dit de venir voir un orthophoniste ou de consulter qui a vu ça avant. Fait que ça, là, j'ai dit non. Il faut pas croire qu'on peut pas intercepter avant, faire quelque chose avant qu'on se rende là. C'est ridicule. Fait qu'en 2018, là, j'ai comme commencé à développer les formations tongue-pouce en me disant, OK, là, le maxillaire, 60% de la croissance est atteint à l'âge de 4 ans. Fait que, avant 4 ans, là, moi, je vais avoir du monde qui sont capables de dépister la respiration nasale d'un enfant. Je veux que les gens soient capables de dire si oui ou non l'enfant est capable de respirer par le nez, puis qu'il ait les moyens pour l'aider. Puis je veux que les gens aient aussi les moyens pour soutenir à éliminer les habitudes orales nuisibles, qu'ils soient conscients comment on fait ça, puis comment on peut même prévenir de les avoir en place dans un premier temps. Parce que, tu sais, la suce, là, je sais que tout le monde va tomber à terre, là, mais la suce devrait être éliminée à l'âge de 10 mois. Hein, souvent, on pense 2 ans, 2 ans et demi, c'est ce qui est courant, mais si on met les bons moyens en place, puis la suce, c'est bon, là, c'est pas mauvais, là, du tout. Ça prévient, ça aide à plein de choses, ça a des bénéfices aussi. Je dis pas que c'est mauvais, loin de là. Ça a des bénéfices au niveau d'éviter la mort subite du nourrisson, ça a des bénéfices au niveau de l'apaisement, ça a des bénéfices, là. Ça, même les enfants nés prématurément, ça permet de ramener la nutrition plus tôt et là, des fois, parfois même l'allaitement chez les prématurés. Donc, ça, à faire bouger les réflexes de déglutition chez les bébés prématurés. Par contre, passé l'âge de 10 mois, on estime que les conséquences de la suce deviennent plus grands que les bénéfices. Et on a plein de moyens qu'on peut mettre en place à partir de l'âge de 6 mois pour enlever la suce tout simplement. Parce qu'on s'entend qu'enlever une suce chez un enfant de 10 mois, c'est beaucoup plus facile que chez un enfant de 2 ans. Donc, toutes ces petites choses-là qu'on peut mettre en place, puis pouf! Après ça, la vie est beaucoup plus simple. C'est sûr que quand là, à 2 ans, 2 ans et demi, on est rendu à cette étape-là, il faut être plus créatif avec le Père Noël, puis avec... on la donne aux des petits bébés qui vont en avoir besoin pour Noël, puis aux fêtes, puis il faut augmenter un petit peu plus notre créativité, puis il faut surtout répondre aux besoins, parce que là, la suce est bien ancrée. Elle n'est plus une habitude potentiellement nuisible. Elle est, à partir de l'âge de 12 à 15 mois, elle est une habitude nuisible. Donc, elle est nuisible au développement dentaire, nuisible puis elle peut créer aussi des otites moyennes récurrentes, aussi à cause de la pression que ça crée. Donc, elle a plein de conséquences qui sont quand même vastes. OK. Puis, ouais, c'est ça, c'est un peu là que je m'en allais. Fait que tu l'as comme nommé, mais c'est un peu ça, c'est qu'on sait que ça va nuire. Fait que oui, au développement aussi, dans le fond, parce que, tu sais, t'as parlé un petit peu de ça tantôt, mais tu sais, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle de TOM ou de prévention, c'est qu'il y a une position de notre bouche à avoir
pour le développement adéquat des structures, puis que quand il y a quelque chose, je vais dire ça vraiment vaguement comme ça, mais quand il y a quelque chose qui entrave, puis là, tu as parlé de l'anus, ça peut être un pouce, tu sais, tout ça, c'est que ça va nuire à ce développement-là, c'est ça, en fond. Oui, oui, effectivement. Tu sais, mettons qu'on parle, c'est quoi une position de bouche idéale? Ouais. C'est quoi l'idéal? L'idéal, là, mettons qu'on s'assoit droit, hein, premièrement, parce que la seconde que je m'assois avec mon cou avancé, tout bouge. Donc, on se positionne droit. Mes molaires ne devraient pas être serrés. Donc, je devrais avoir à peu près 2 à 3 mm d'espace entre mes molaires. Donc, si ma bouche, elle est grande ouverte, j'ai beaucoup plus que ça. Si mes dents sont serrées, j'ai moins que ça. J'ai 0. Hein? Donc, je devrais avoir un léger espace entre mes molaires. Mes lèvres devraient être fermées doucement. Donc, je ne suis pas en train de serrer les lèvres non plus. Le bout de ma langue devrait être sur la première crête alvéolaire. C'est quoi ça, la première crête alvéolaire? En fait, c'est si on regarde dans la bouche, une petite bouche ici, on a des petites lignes ici, hein, au palais. Au palais ici. Donc, la première petite ligne, c'est la première crête alvéolaire. Donc, notre langue devrait être en appui ici. Fait qu'on s'entend qu'elle devrait pas toucher aux dents, là. Pas sur les dents. Elle n'est pas sur les dents, puis elle est surtout pas en bas. Elle est en haut. Les bords, les côtés de ma langue devraient être sur le joint, qu'on va dire, gingival et molaire, c'est-à-dire, il devrait toucher à la gencive, mais au molaire ici. Donc, les côtés de ma langue devraient être relevés et touchés aux côtés. Le milieu et le dos de ma langue devraient être détendus. Donc, l'idée, c'est pas non plus de suctionner la langue au grand complet au palais, c'est de faire une forme de cuillère. Donc, on s'imagine le bout de la langue, le côté qui fait comme le tour de la cuillère, mais le milieu, le dos est détendu et relâché. Mes oreilles devraient être alignées avec mes épaules. Donc, si on fait même l'essai, puis j'avance la tête par en avant, comme si j'étais sur une tablette ou un téléphone, entre autres. Mais on va sentir tout de suite la langue qui descend. Fait qu'il faut faire attention à la posture, puis la respiration, bien évidemment, elle est nasale. Donc, je respire par le nez. Fait que ça, là, c'est ma position de bouche idéale. Puis, tu sais, je vais dire normalement, en gros guillemets, c'est comme une position qui est relativement naturelle, sauf si, c'est un peu ça le point, sauf s'il y a des mauvaises habitudes, sauf s'il y a quelque chose qui entrave, sauf si, c'est ça. Exactement. Fait que ma posture est comme ça, sauf si je respire par la bouche, ben automatiquement, mes lèvres sont ouvertes, ma langue est en bas. Il y a plus d'espace entre mes molaires. Puis, vous savez quoi, des dents, ça pousse jusqu'à ce que ça rencontre un obstacle. Donc, un enfant qui a la bouche grande ouverte va avoir des molaires qui vont pousser beaucoup plus grandes. Et puis, surtout, s'il y a la langue en avant, ben, il va avoir des dents en avant. Fait que souvent, c'est des enfants qu'on va retrouver avec des béances antérieures, c'est-à-dire un genre de trou d'un dent. Fait que la béance peut être créée par une suce, peut être créée par un pouce, mais elle peut être créée aussi par une bouche qui est tout simplement ouverte avec une langue qui est en position antérieure, basse et antérieure, puis qui empêche les dents d'en avant de pousser et qui fait en sorte que les dents d'en arrière poussent plus grand qu'ils devraient. Puis après ça, ben c'est ça, hein, fait qu'un coup que ça pousse plus grand, que mon palais se développe pas, parce que la langue, hein, c'est sa job, est supposée faire un écarteur palatal ou une expansion palatale naturelle. C'est son travail naturel. Après ça, après l'âge de 4 ans, 6 ans, ben là, il faut aller en expansion palatine en orthodontie pour le faire mécaniquement pour retrouver une occlusion normale. Parce que si j'ai pas une occlusion normale, si mes dents y arrivent le bout sur le bout, hein, les molaires, là, il y a des bouts, il y a des trous, ben, l'idéal, c'est que le trou arrive dans le bout, qui fait que je mastique bien puis que mes dents ferment bien. Mais si j'arrive une bosse sur une bosse, c'est plus confortable. Puis là, je me mets à me tasser à mâchoire un peu pour essayer de trouver un confort. On appelle ça un confort occlusal, donc un confort de fermeture. Mais si tout, tu sais, au départ, si j'ai respiré par la bouche, puis si j'ai ma bouche ouverte, puis que ma langue est sortie, ben tout ça va se déséquilibrer. Tout ça ne grandira pas, ne croîtra pas de façon harmonieuse. Puis, tu sais, sans oublier, tu
si je regarde les conséquences d'un TOM, je parle beaucoup de la croissance orofaciale, mais on a aussi tout ce qui est au niveau de la production des sons, hein, parler sur le bout de la langue, fait que ça fait des enfants qui parlent sur le bout de la langue ou qui vont chuinter. Ça fait des enfants, des fois, qui vont avoir le sommeil perturbé, qui vont développer de l'apnée du sommeil, des troubles respiratoires du sommeil. Et qui dit apnée du sommeil chez les enfants, dit presque automatiquement troubles de comportement. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir de l'agitation, des diagnostics de TDAH, qui vont avoir eu besoin d'éducation spécialisée à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ont un trouble du sommeil. Pourquoi? Souvent parce qu'ils n'ont pas une respiration nasale optimale, que ce soit parce qu'ils ont des grosses amygdales ou qu'ils ont un frein de langue restrictif, ou parce que tout est mou, tout s'affaisse, finalement parce qu'ils ont un TOM. Donc, parce qu'ils ont un TOM, on se ramasse avec multiples conséquences au niveau scolaire, au niveau des apprentissages, puis même au niveau du développement, de la croissance du corps. Puis, les conséquences sont quand même vraiment grandes à ce niveau-là. Tu sais, des fois, je me dis, juste la mastication, la déglutition, c'est quand même pas si pire, là. Hein? La déglutition atypique, c'est quoi? C'est que j'avale comme une tétée sur un biberon, là. Donc, je préserve un petit peu mes patrons de biberon d'infantile, mais ils évoluent pas parce que ma langue n'a pas appris à bouger comme il faut, parce qu'elle s'est pas positionnée comme il faut. Ou je mastique en utilisant plus ma langue. Puis, finalement, je garde pas la bouche ouverte, j'écrase avec ma langue au lieu d'utiliser vraiment plus mes molaires, des patrons masticatoires plus matures. Donc, ça fait des gens qui vont manger un peu moins proprement. Manger la bouche ouverte, c'est jamais très chic. Hein? Donc, ça permet pas de faire maturer. Puis des fois, moi, j'entends souvent les gens dire, ferme la bouche en mangeant. Oui, mais c'est parce que si t'as pas évolué tes patrons, puis que finalement, tu manges la bouche fermée, mais tu manges comme ça, très vertical, puis avec les lèvres qui essaient de rester fermées, c'est pas plus chic non plus. Ça marche pas non plus. C'est ça. Puis c'est fou parce que, tu sais, comme orthophoniste, c'est des sujets dont on entend parler de plus en plus, mais malheureusement, peut-être pas tant que ça. On a entendu beaucoup parler, moi, dans ma formation, j'ai entendu parler du TOM et tout ça, mais pas tant de la prévention puis de tout ce qu'on peut faire avant. Mais tu sais, on est quand même sensibilisés dans nos milieux à ça, mais je me dis, le reste des gens mais pourquoi? Puis je sais que c'est ton cheval de bataille, mais tu sais, pourquoi c'est pas quelque chose dont on parle plus, en fait, il faudrait en parler plus. Je pense que c'est un peu ça ta mission aussi en ce moment, mais de dire, faut en parler plus parce que ça a vraiment des conséquences importantes. Puis en ce moment, j'ai l'impression qu'on attrape juste les gens, justement, quand ils sont plus vieux, par le biais des dentistes orthodontistes, où il y a un problème au niveau, justement, du développement. Mais tout le reste, où, tu sais, ça passe dans le beurre encore complètement, là. C'est aberrant, moi, Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est effectivement mon cheval de bataille. Je suis pas mal pionnière dans ce cheval de bataille-là, finalement, parce que pour moi, c'était pas suffisant de les voir entrer dans mon bureau suite à une consultation de dentiste. Je dis, ça n'a pas de sens, là. Moi, je vais en voir moins. Puis, tu sais, statistiquement, là, 38% de la population a un TOM. Et c'est plus qu'une personne sur 3, là. C'est beaucoup. Oui. Puis, même, on disait dans les statistiques là, récentes, 97% des dysfonctions de l'ATM, c'est un TOM. La cause est un TOM. C'est une langue qui est en bas, qui pousse dans la mandibule, qui fait que toute la fosse condylique se déforme, puis qui vient mettre de la pression au niveau des patrons masticateurs, au niveau du masseter, au niveau de la musculature, puis au niveau des os. Puis pourquoi on n'en parle pas, honnêtement, je pense que on a une orthophoniste qui forme l'ensemble des orthophonistes au Québec, mais elle le fait depuis à peu près ça, 2014, là, je dirais entre 2012 2014 dans ces eaux-là. Donc, c'est quand même
récent qu'elle Mhm. forme les orthophonistes au Québec. Mhm. Donc, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université. Donc, ça Mhm. fait pas partie du cursus normal universitaire. C'est de la forme, c'est quand même une formation complète, là. C'est 4 jours de formation Mhm. complète pour pouvoir faire de l'intervention, de l'évaluation et de l'intervention en TOM. Mhm. Donc, c'est pas nécessairement donné à tout le monde. C'est souvent pas entrepris non plus parce que ça demande quand même une Ouais. évaluation puis une rééducation TOM demande quand même plusieurs rencontres. Donc, ça fait Ouais. pas partie des mandats des services publics non plus. Mhm. Donc, c'est souvent au privé que les gens doivent aller. Fait que je Mhm. pense que c'est une des raisons pour laquelle on n'en parle pas beaucoup, c'est que on forme les orthophonistes principalement qui sont au privé. Euh, Ouais. c'est elles qui vont avoir, tu sais, qui vont davantage aller en formation pour chercher cette information-là, malgré que je commence à former des CIS, puis sur les trajectoires Agirto, on commence à intégrer les Mhm. principes de prévention des TOM. Fait que ça, là, c'est Mhm. quelque chose dont je suis extrêmement fière parce que Ouais. je me dis, OK, là, on commence à en parler dès Mhm. Agirto, dès, tu sais, les Mhm. services publics commencent à intégrer les principes de prévention. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Mais il reste que si un parent ne sait pas, puis c'était Mhm. là aussi dans le développement de mes idées, si un parent ne sait pas comment euh, comment prévenir, mettons, l'utilisation de la suce ou arrêter à 10 mois de Mhm. la bonne façon et tout ça, avec bienveillance, avec douceur, là, Mhm. on n'arrache pas ça de la bouche d'un enfant comme ça. Euh, qui peut leur montrer? Il n'ira pas cogner, lui, à la porte de la trajectoire Mhm. Agirto. Il n'ira pas cogner à la porte de l'orthophoniste. Donc, c'est le mandat de qui, Ouais. euh, justement, de lever le Ouais. drapeau rouge puis de Ouais. dire, hey, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Mais moi, dans mon livre à moi, c'est le travail des dentistes quand ils voient les, tu sais, avant, les dentistes ne voyaient pas les enfants avant l'âge de 5 ans. Mais Ouais. de plus Ouais. en plus, il y a des Mhm. rendez-vous à partir de l'âge d'1 an, 2 ans, Mhm. pour s'assurer qu'ils ont toutes leurs dents dans les gencives aussi, là, Mhm. qui vont pousser, etc. Puis pour montrer à brosser les dents. Donc ça, pour moi, ça fait partie de leur rôle Ouais. de, 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 de venir signifier que, oups, on voit, parce qu'on le voit, à partir de l'âge d'1 an, là, un enfant qui a une suce, un enfant qui a un tome, on commence à le voir sur les dents. Quand Mhm. les dents ils ont poussé, à partir de l'âge, peut-être plus de 18 mois, là, mais Ouais. quand les incisives ont commencé à pousser, Ouais. on les voit, les signes. On les Mhm. voit, on la voit, l'étendre de la suce dans le C'est palais ça. qui est mou Ouais. puis qui est en croissance. Mhm. Le dentiste est capable de voir ces Ouais. signes-là, puis il serait capable de commencer à avertir les parents. Mhm. L'autre mandat que je m'étais donné, c'était les éducatrices en service de garde, parce qu'elles voient les enfants à partir de l'âge de 12 mois. Donc, il y a plein Mhm. de choses elles Mhm. peuvent mettre facilement dans leur pratique, Mhm. justement pour répondre à ces besoins-là, puis pour soutenir les parents. Aussi niaiseux, apprendre un enfant à se moucher. Comment on apprend un enfant à se moucher? Justement, Ouais. dégager les voies nasales. Ouais. Il va être moins malade, finalement, s'il apprend à se moucher, s'il le fait de façon autonome, il le fait souvent, puis qu'il apprend à se laver les mains après. Ouais. Ouais. Pour Ouais. pas mettre partout sur les jouets, puis contaminer, s'auto-contaminer pendant tout l'hiver. Hein. On a quand même 1 à 2 rhumes par mois de octobre à mai au Québec en général. Fait que, prévenons, essayons de mettre en place des petites actions simples qui vont nous aider. Fait que Mhm. Fait que pour moi, l'entrée, tu sais, les médecins, oui, mais on s'entend que le médecin voit l'enfant pendant 10 Ouais. minutes, il y a plein d'autres affaires à Quelque chose à voir là, regarder. dans son Mhm. évaluation. Fait que pour moi, là, c'est important que ce soit plus d'autres partenaires, d'autres professionnels Ouais. qui viennent un peu lever les drapeaux rouges, puis d'aller chercher l'information, d'aller chercher, tu sais, d'aller Ouais. prévenir, d'être le cheval de bataille, là. Parce que les Puis, orthophonistes, on est peut-être 4000 au Québec. Donc, ouais. je pense pas qu'à 4000 au Québec, on va être capable de tout faire. De tout Fait que faire, ouais. je trouve que c'est important d'aller former d'autres partenaires, là. Ouais. Ben, puis je pense, tu sais, moi, une de mes réflexions par rapport à tout ça, c'est que je pense qu'éventuellement, ça devrait faire partie
je vais dire, du savoir collectif en termes de développement de l'enfant, dans le sens où on sait à peu près un enfant doit parler vers à peu près tel âge. C'est des connaissances qui sont généralement connues par l'ensemble de la population, puis que même si c'est pas super précis, il y a comme des petits drapeaux, un enfant qui marche pas à tel âge, on se dit ah ben là on s'attend à ce qu'il marche à peu près. Tu sais, on a comme une norme sociale établie de ce qui les attend par rapport à ça. Donc il y a plein de gens qui peuvent lever des petits drapeaux ici et là, puis même comme parents, on peut avoir une inquiétude, ça se dire ah me semble que je vais aller lire, je vais aller chercher, mais ça fait pas partie encore du savoir collectif. Cette information là, c'est quelque chose qui c'est ça, qui mérite d'être connu, puis je pense de faire partie de ça, puis là, on va pouvoir plus agir tôt. Il y a plein de choses qu'on fait comme parents, comme éducateurs, éducatrices, quand on côtoie les enfants, il y a plein de, je vais dire de choses, mais de stratégies, de trucs, d'observations qu'on va faire parce qu'on le sait qu'est-ce qu'il devrait être, mais ça, on le sait pas encore. T'sais. Non, j'y travaille fort. Oui! Mais oui, puis tu sais, en ce moment, j'aurais envie un peu de te diriger vers ça parce que, tu sais, c'est ça, là, tu travailles de ton côté sur les formations Tom Pouce pour justement enrichir ce savoir collectif un petit morceau à la fois, je vais dire ça comme ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? C'est quoi ton projet de formation Tom Pouce? Oui. Dans le fond, les formations Tom Pouce, c'est des formations en ligne où on apprend différentes choses. On apprend, dans le fond, j'explique, j'ai des formations qui expliquent c'est quoi un tome. Donc, l'introduction au tome, c'est quoi les conséquences, pourquoi c'est important d'intervenir avant l'âge de 3-4 ans. J'ai des formations sur la SUS, donc comment qu'on peut faire pour prévenir. Donc, tout ce qu'on peut faire entre 5-6 mois et 10 mois pour prévenir qu'elle devienne une habitude orale nuisible à long terme. Et puis, l'autre volet, un coup que c'est une habitude orale nuisible, de quelle façon on va réussir à répondre aux besoins de l'enfant tout en l'éliminant graduellement. Donc, c'est avec quoi nos interventions bienveillantes et avec douceur pour pouvoir y arriver. Et puis, donc, je parle du pouce. J'ai une formation qui est complète, donc qui parle tout de la respiration, le dépistage. Comment dépister, savoir si un enfant est capable de respirer. C'est-tu parce qu'il est pas capable? Puis s'il est pas capable, on l'oriente où? Qu'est-ce qu'on fait? Qui? Ça va être ça va être le travail de qui ensuite là, pour l'aider à être capable versus il est capable, mais il le fait pas. Ah, là, c'est une autre question. Là, ça veut dire que la respiration, elle est fonctionnelle. Elle est possible, elle est fonctionnelle, elle est juste pas utilisée. Donc, comment on peut accompagner l'enfant pour utiliser son nez, pour respirer davantage, pour fermer ses lèvres au repos au lieu de les avoir ouvertes, pour placer sa langue comme il faut quand il est au repos aussi, pour permettre de développer les patrons masticatoires. Quels ustensiles on utilise, quel verre d'entraînement on utilise à partir de l'âge de 6 mois pour permettre à l'enfant d'aller vers des patrons plus matures pour boire, puis comment qu'on l'accompagne. Donc, ça vient toucher tous ces volets-là. J'en ai pour les parents, j'en ai pour j'ai des formations que je donne en service de garde, donc c'est des formations de 6 heures que je donne soit sur place, soit en Zoom, pour outiller l'ensemble des équipes de service de garde. Et puis, j'ai des formations aussi pour les cliniques dentaires, pour les équipes physio, ostéo, chiropraticiens, parce qu'ils ont beau traiter l'ATM, hein, mais c'est parce que si c'est un tome qui est derrière, ils vont traiter à vie, puis la cause, elle sera pas résolue. Donc, il faut enlever la langue qui vient exacerber puis recauser les craquements, les problèmes de mâchoire. Et puis, j'ai des formations pour les orthophonistes, autant que ce soit pour les cliniques privées, pour les CIS, ou que ce soit à travers des offres de mentorat pour les orthophonistes aussi, qui ont fait un peu de formation, mais qui ont besoin d'être davantage accompagnés pour intégrer les principes de prévention puis utiliser les documents que j'ai créés de toutes pièces là, pour pouvoir bien accompagner les enfants autant pour réduire les habitudes orales. C'est nos 2 volets principaux en prévention, c'est la respiration puis les habitudes orales nuisibles. C'est les 2 facteurs qui ont le plus de conséquences à long terme au niveau dentaire, entre autres, puis au niveau de la santé. OK, super. Puis si
Parce que c'est tout ça est en développement, puis il y a de plus en plus de personnes qui sont formées, outillées, puis tout ça. Mais là, en ce moment, mettons qu'on se dit, oh, pelaille, ça se peut que j'ai des petits signes que ça se passe pas bien. On consulte, On consulte une orthophoniste spécialisée en Ouais. TOM. Donc, tu sais, pour être spécialisé en TOM, là, je dirais qu'il faut avoir suivi la formation de 4 jours Mhm. minimalement. Donc, tu sais, moi, je dirais, on va consulter une orthophoniste. Par Mhm. contre, il y a plein de choses, tu sais, moi, à travers les formations que j'offre, l'accompagnement que j'offre, il y a aussi plein de petits moyens qui sont Mhm. partagés, qu'on peut mettre en pratique au quotidien. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir une orthophoniste dans un Mhm. premier temps non plus, là. Mhm. Euh, donc, je pense que aller voir une orthophoniste, c'est plus quand on a un soupçon qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus gros, là. Puis, on a Mhm. essayé des solutions, puis clairement, ça marche pas. Mhm. Donc, on a besoin d'un accompagnement un petit peu plus solide à ce niveau-là. Mais au départ, il y a plein de trucs, là, tu sais, comment apprendre à son enfant à se moucher. Tu sais, Ouais. déjà, ça, c'est un beau moyen. Ouais. Faire de la méditation, j'aime bien le petit bambou, on l'adapte ça. Mhm. Donc, tu sais, il y a plein de petits moyens comme ça de méditation, on respire, on se concentre sur notre nez. L'hygiène nasale, hein. Sainte-Justine a fait une très belle page. Les vidéos sont super bien expliquées, mais l'hygiène nasale est super importante pour garder les voies nasales Mhm. fonctionnelles aussi. Plus longtemps un enfant, tu sais, souvent, là, moi, les enfants que je voyais en suivi à 8, 9 ans, il n'y avait aucune cause santé associée au tome. C'est parce qu'il y avait eu des rhumes fréquents, Ouais. donc la bouche fréquemment ouverte pour être capable de respirer parce que le nez était congestionné souvent. Puis ils ont Mhm. juste gardé la mauvaise habitude Mhm. d'avoir la bouche ouverte puis de Mhm. respirer par la bouche. Tout simplement. Fait que Ouais. souvent, c'est juste comme la respiration buccale est souvent une mauvaise habitude. Puis je dirais, c'est probablement 90-95% Ouais. de ma clientèle, là. Il y a peut-être juste un 5% qui sont pas capables de respirer par le nez puis qu'il faut aller plus loin au niveau Mhm. des adénoïdes, des amygdales, etc., ou du frein de langue. 90-95% de la Ouais. clientèle, c'est juste une mauvaise habitude, donc renverser. Fait que moi, dans les formations, j'offre comme plein de trucs, là, comment renverser la Mhm. vapeur, puis quoi mettre en Mhm. place au quotidien. Mhm. Cool. Super. Ben, on aurait pu parler de ça bien longtemps, je pense. Fait que dans le fond, ben merci Karine pour ces informations-là. Puis on va mettre dans les notes d'épisode, on va mettre les liens vers tes ressources, ton site, tout ça pour que les gens puissent aller voir, aller consulter, aller voir qu'est-ce qui est disponible. Puis ben on souhaite que on en parle de plus en plus. Je vous invite à partager l'épisode autour de vous parce que c'est quelque chose dont on veut parler. On veut que les gens soient conscients. On veut allumer des petites lumières puis de dire, hey, c'est pertinent, c'est important, c'est quelque chose de faut que je m'informe par rapport à ça, faut que je sois conscient de ça, ma collègue aussi peut-être. Donc, on essaie de passer le mot. Je pense que c'est un gros mandat, mais on essaie de passer le mot. Puis tu sais quoi, moi, je vais vous offrir même le dépliant d'informations. Hein? Mmh. Fait que si tu veux l'afficher, je Oui. te l'offre parce que je t'en remercie, mais je te l'offre comme Ouais. outil gratuit, un dépliant d'informations qui parle de c'est quoi la prévention des TOM, les causes, les conséquences, donc d'avoir des petits rappels visuels. Parfait, mais merci. Fait qu'on va mettre tout ça dans les liens de l'épisode. Fait qu'encore une fois, un grand merci, Karine, pour Merci à cette belle toi. discussion.